Caroline, bienvenue pour un nouvel épisode de Histoire de Fou. Ce soir dans Histoire de Fou, je vais aborder un thème que j'ai choisi de titrer par une citation de Panaït Istrati, un auteur que j'aime beaucoup, qui dit « C'est cela que je suis, solitude et solidarité ». Et je trouve que cette citation était extrêmement représentative et montrait très très bien l'importance de la communauté YouTube autour de la perversion narcissique, car c'est la question que j'ai choisi d'aborder ce soir, qu'on m'a posée récemment, c'est-à-dire pourquoi tout cet engouement autour des vidéos YouTube sur la perversion narcissique. À quoi ça sert ce truc? C'est quoi cette histoire de fou? Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous proposer un extrait littéraire, comme les autres fois, qui, je trouve, résume bien, illustre bien l'importance de la démarche pour le youtubeur, comme pour ses viewers, son public, on va dire, de s'investir dans cette communauté YouTube. Et donc qui, en tout cas pour moi, exprime bien ce que je ressens et pourquoi j'ai eu à cœur de ne pas rester dans ma solitude et d'aller vers la solidarité. Voilà. Alors cet extrait est la fin de l'autobiographie de Jean-Paul Sartre, Les mots, qui est un passage qui m'a toujours beaucoup parlé, car je trouvais qu'il résumait vraiment bien mon expérience. Et j'ai choisi donc de vous le citer maintenant pour illustrer ma question. Alors, Jean-Paul Sartre a écrit donc à la fin des mots « Ce que j'aime en ma folie, c'est qu'elle m'a protégée du premier jour contre les séductions de l'élite. Jamais je ne me suis cru l'heureux propriétaire d'un talent. Ma seule affaire était de me sauver, rien dans les mains, rien dans les poches, par le travail et la foi. Du coup, ma pure option ne m'élevait au-dessus de la personne. Sans équipement, sans outillage, je me suis mis tout entier à l'œuvre pour me sauver tout entier. Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes, qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. » Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu montrer par là, avec cet extrait? C'est mettre en lumière la sincérité, en fait, de ma démarche, qui je pense est la même pour les autres personnes qui font ça. Et contre-attaquer les critiques que j'ai pu entendre autour de moi sur ces vidéos-là, du style que c'est pour des raisons financières, que c'est pour se la péter, pour parler vulgairement, se la raconter, que aussi c'est pathétique de partager sa vie comme ça sur internet, ça fait pitié, c'est ridicule, mais quel manque de pudeur, et puis on s'en fout, et puis c'est quoi ce truc de n'importe quoi, c'est des conneries, voilà. Pour répondre à tout ça, je trouvais que ce passage était assez brillant, voilà. Alors, pourquoi donc cet engouement pour les vidéos, et pourquoi c'est fondamental pour les gens d'avoir ces vidéos? Il y a un aspect qu'on évoque assez peu dans les vidéos que j'ai pu regarder, que ce soit en anglais ou en français, sur le sujet de la perversion narcissique, c'est le sujet des autres, en fait. On se concentre principalement toujours sur la victime et le PN. Et on aborde peu le problème des autres, c'est-à-dire les autres, les gens de l'extérieur. En fait, il est en vrai vraiment très difficile, et moi je dirais même dangereux, de parler de ce qu'on vit avec un PN à son entourage, en premier lieu, et même à des professionnels qui ne seraient pas spécialistes et donc experts de la perversion narcissique. Pourquoi? Alors, première introduction générale pour répondre à la question. Les gens, en fait, en général, ne connaissent pas la perversion narcissique. Vous-même, je suppose que vous ne saviez pas, avant de l'avoir vécu, ce que c'était la perversion narcissique. Vous n'aviez sûrement peut-être même pas entendu ce mot, ce qui était le cas de la plupart des gens de mon entourage.
Et moi-même, je n'avais entendu le terme qu'une seule fois, il y a très longtemps, dans un bureau de psychanalyste, et je n'avais pas compris ce qu'il avait voulu dire par là, et je n'avais pas cherché plus loin spécialement à savoir ce qu'il voulait dire par là. Il m'avait dit cette expression-là en parlant de quelqu'un, et j'avais un peu deviné, voilà, plus ou moins ce que ça pouvait évoquer, mais sans savoir du tout à quoi ça faisait référence, et sans chercher à savoir voilà, de quoi il s'agissait précisément. Donc c'est à peu près l'attitude de la majorité des gens, c'est-à-dire que les gens soit n'ont jamais entendu cette expression, soit l'ont entendu vaguement quelque part, et ne savent pas du tout vraiment de quoi il s'agit. Alors, malgré cette impression qu'on peut avoir que la perversion narcissique est le sujet à la mode, abordé partout, qu'on l'entend partout dans les médias, que tout le monde maintenant se met à connaître des pervers narcissiques tout autour d'eux, il y a quand même en fait, encore en réalité, beaucoup de gens, la majorité des gens, qui ne savent pas que ça existe. Dans une époque en fait où la science est reine, la croyance est que tout est explicable en fait par des raisons logiques, des raisons logiques, et surtout que rien ne peut être ne peut tenir de l'ancienne division du monde entre le bien et le mal. Que ce serait voilà, que d'expliquer quelque chose par une idée de bien et de mal, avec une lumière morale, ce serait complètement has-been, on va dire, et vachement naïf et complètement ridicule. Voilà. Donc si vous parlez à un ami ou à un membre de votre famille de ce qui vous est arrivé, vous allez la plupart du temps, même je dirais 100% du temps, avoir une réaction opposée à ce que vous vouliez, et ça va en général empirer votre situation. Voilà ce qui va se passer. Alors, quelle réaction vous allez pouvoir avoir? La première, vous allez pouvoir rencontrer l'indifférence. Alors, ce qui va se passer, c'est que si vous commencez à vous confier à quelqu'un, en groupe ou seul à seul, vous allez voir que les personnes, enfin, si c'est l'indifférence, vous allez voir que les personnes en face de vous font comme si vous n'avez rien dit. Vous allez à la rigueur choper des regards un petit peu inquiets et un petit peu interrogatifs qui vont s'arrêter comme ça, un peu ou voilà, mais plutôt hein ou alors voilà. Je crois que mes yeux expliquent bien mieux que mes mots limite voilà ce qui peut se passer par rapport aux gens, et les gens vont faire comme si vous n'avez rien dit. Le risque, c'est que en fait, si vous racontez et que vous êtes confronté à l'indifférence, c'est-à-dire qu'on vous zappe, en fait, on fait comme si vous n'avez rien dit et on continue à parler, ce qui a été la réaction de mes parents, en fait, à de nombreuses reprises, quand j'ai voulu évoquer mon histoire avec mon père narcissique. À chaque fois que j'abordais, que je citais son nom un peu au début de la phrase et que voilà, qu'il comprenait que j'allais parler de ça, j'avais le droit à rien du tout. C'est comme si je n'avais effectivement rien dit, et on passait à un autre sujet comme ça et on glissait. Alors, ce qui va se passer par rapport à la victime qui est confrontée à cette situation, c'est que ça va empirer cette situation dans la mesure où la victime du pervers narcissique connaît bien la technique du roi du silence grâce à son pervers narcissique. La technique du roi du silence, c'est-à-dire le fait que le pervers narcissique, pour détruire la victime, pour la faire souffrir, de temps en temps, assez régulièrement, décide de l'ignorer. L'ignorer totalement. C'est-à-dire comme si elle était invisible, inaudible, voilà, elle n'est pas là. Il ne la regarde pas, il ne lui parle pas, et cela pendant des heures, des jours, des semaines, parfois dans certains cas très extrêmes. Cette technique, malgré le fait qu'elle ait l'air pacifique, qu'elle ait l'air non violente, puisqu'il s'agit juste d'ignorer la personne, est une des plus destructrices pour la victime.
Je vous assure que je préférerais que mon compagnon me tape, me soit violent physiquement, que mon compagnon me crie dessus, m'insulte, voilà, me fasse des choses très très agressives et brutales. Je préférais la brutalité à la technique du roi du silence. La technique du roi du silence, en fait, vous efface, vous fait sentir que vous n'êtes absolument pas important, que vous êtes si peu important, qu'en fait on n'a même pas à vous répondre, que vous n'avez plus de place dans votre vie. Vous êtes en train d'être un fantôme en fait, et on ne vous voit même pas, on ne vous entend pas. Ce que vous êtes, rien, rien. Vous êtes le vide, vous êtes le néant. Voilà. C'est quelque chose qui vous brise l'estime de vous-même à un point qui est une torture. C'est une torture et on est prêt à tout pour que ça s'arrête. C'est pour ça que généralement le PN va continuer de faire le roi du silence jusqu'à ce que la victime soit complètement paniquée et au bord de l'évanouissement, enfin au bord de l'effondrement, et soit en train de complètement et soit prête à faire n'importe quoi. Et quand le PN voit la victime dans l'état voilà, l'état du coup de grâce, le moment où vraiment elle le supplie où vraiment il sent que c'est le moment où ça va, voilà, où ça va lâcher, où il a réussi à aller jusqu'au bout de son programme, et qui voit cette émotion si pure de la victime, de sa détresse et de son besoin absolu et urgent d'avoir une réaction de sa part. Voilà, quand il voit que c'est le moment où la victime va ne plus pouvoir tenir, là, tout d'un coup, il va reparler. Et la victime, qui a souffert pendant parfois des semaines, hein, mais bon, la plupart du temps, c'est plutôt quelques heures ou quelques jours maximum, la victime au bord de l'effondrement va tellement être reconnaissante au PN d'avoir dit quelque chose, de l'avoir à nouveau validé dans son existence, de l'avoir fait sortir de sa position de fantôme, qu'elle va complètement oublier le fait que c'était une torture pendant 3 jours et qu'il a fait quelque chose de dramatique et qu'il faudrait lui en vouloir énormément et qu'il mériterait de notre plus pure haine et notre plus pur mépris, et que c'est vraiment quelqu'un d'immonde d'avoir fait ça, quelqu'un de démoniaque d'avoir osé nous faire subir ça. La victime va se jeter dans les bras du pervers narcissique immédiatement et sans poser de questions, sans demander d'excuses, sans demander d'explications, sans faire quoi que ce soit comme reproche. Et voilà. Bref, j'aurai l'occasion de réaborder les techniques d'agression du pervers narcissique dans une autre vidéo. Mais effectivement, donc imaginez une victime qui a vécu ça, qui trouve la force et le courage et se sent le besoin de raconter quelque chose qui lui arrive ou qui lui est arrivé à ses proches autour d'elle, et qui est ignorée, à nouveau, comme par le PN. C'est un traumatisme qui va réactiver le premier, et la victime n'osera plus du tout s'épancher sur ça, et va encore douter encore plus la validité de son vécu. Donc c'est très très grave en fait, l'indifférence. Bien sûr, les professionnels, eux, n'ont pas l'indifférence. C'est pour ça que je ne vais pas expliquer, je vais parler des professionnels pour l'indifférence, mais il se peut qu'effectivement certains professionnels n'acceptent pas de vous recevoir en thérapie pour parler de ça. Voilà, c'est possible parce que pour eux, ça n'est pas un sujet qui mérite leur investissement. Voilà. Alors, deuxième réaction possible des gens autour de vous, et cette fois-ci partagée par aussi la communauté professionnelle, c'est la minimisation. Alors, qu'est-ce que vous allez entendre? Je vais vous donner des phrases types que j'ai entendues moi-même et donc, enfin, que j'ai un petit peu, on va dire, réarrangées, mais voilà, qui résument bien ce que j'ai pu entendre au fil du temps de mon expérience. Vous allez entendre par exemple:
oh là là, mais calme-toi, il est pénible ou un peu dur, mais de là à le diaboliser à ce point, tu en rajoutes beaucoup. Ou bien, par exemple, pervers narcissique, allez les grands mots, tu as des problèmes de couple, comme nous tous, tu te crois un peu au-dessus des autres, toi. Ou bien, tu en rajoutes, personne ne se comporte comme ça, tu surinterprètes, on dirait que tu as le diable devant toi à t'entendre. Donc vous voyez bien comment, hein, à chaque fois, dans chaque exemple, la victime est mise en cause, voilà, par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Ou bien encore, tu le fais passer pour le seul responsable de vos problèmes, tu devrais également te remettre en question, un couple c'est toujours à deux, et les deux ont leur part de responsabilité. Voilà. Ou bien encore, dans un autre style, tu racontes n'importe quoi, je vous ai vu ensemble, il est gentil, rappelle-toi ce cadeau qu'il t'a fait pour ton anniversaire, tu le vois en noir parce que tu es fatigué, tu es peut-être stressé, mais c'est ton chéri, tu l'aimes, euh, ça se verrait quand même s'il était méchant à ce point-là. Voilà, alors, ces phrases-là, effectivement, elles minimisent le récit de la victime, en disant en gros tu racontes n'importe quoi, tu exagères, ça n'existe pas ce que tu racontes, tu en fais trop, tu nous joues là, en fait j'aime bien cette expression anglaise, the drama queen, c'est-à-dire voilà la reine théâtrale, on va dire, voilà, c'est la personne qui va faire des scènes très théâtrales et jouer de façon très dramatique. Et ça, moi, j'ai entendu, hein. J'ai entendu, on m'a appelé effectivement une drama queen quand j'ai par moment expliqué à quelques personnes ce qui s'était passé dans la soirée, par exemple, et pourquoi j'étais en retard à cette soirée, et que j'ai dit la vérité. Euh, alors, j'avais soit les yeux enriqués, enfin, les yeux d'incrédulité, de c'est bizarre ce qu'elle raconte, celle-là, elle est folle. On va rien dire comme ça elle va arrêter et puis voilà, parce qu'on est mal à l'aise et que on est mal à l'aise en face de quelqu'un qui nous raconte quelque chose qui nous paraît complètement n'importe quoi et complètement invraisemblable et très étrange et très malsain. Donc on va pas répondre, et peut-être que comme ça, si on répond pas, elle va pas continuer, et puis on va pouvoir être tiré d'affaire. Donc ça, c'était l'indifférence. Et la minimalisation qui consiste à remettre la victime à sa place, car si elle est en train de faire ça, c'est pour attirer l'attention et se donner un rôle de personne qu'elle n'est pas, c'est-à-dire quelqu'un de supérieur. Et ça va être vu comme de l'arrogance en fait, ou voilà, ou une façon d'attirer l'attention sur soi et de se victimiser soi-même. Et surtout, le pire, je trouve, c'est quand on nous dit que c'est des conneries, que ça n'existe pas, et que personne ne se comporte comme ça en réalité, et que donc c'est nous qui faisons passer des problèmes de couple que tout le monde a pour un truc important et très dur à vivre, et qui donc voilà, on en rajoute et on fait notre petite fille chochotte, voilà, qui veut qu'on la plaigne et tout ça. Voilà, c'est ça en fait qu'il y a derrière toutes les phrases que je vous ai données en exemple. Et chez les professionnels également, même de ma thérapeute qui est pourtant formidable sur la plupart des choses, j'ai pu entendre de la minimisation du style vous le diabolisez énormément, vous le mettez euh, dans un rôle de bourreau, c'est beaucoup trop exagéré, vous avez une vision altérée de la réalité, ça n'est pas que de sa faute, si vous avez des problèmes de couple avec cette personne, c'est aussi de la vôtre. Nous allons analyser vos problèmes à vous, car c'est vous qui avez un problème, à mon avis, ce n'est pas lui. Voilà, des choses comme ça. Euh, je n'ai pas quand même je n'ai pas l'audace de penser que certains psychothérapeutes et psychiatres ne connaissent même pas carrément la perversion narcissique. Je pense qu'ils l'ont forcément au moins vaguement étudié quelque part, enfin, ils ont vaguement lu quelque chose à ce sujet quand même, je suppose, quelque part dans un magazine de santé mentale, dans un livre, ils ont peut-être regardé une vidéo, enfin je sais pas, mais bon, je suppose qu'ils sont au courant quand même que ça existe. Mais
beaucoup de professionnels qui n'ont pas étudié vraiment la question et qui ne connaissent pas bien la notion, ne sont pas très au point et vont donc être très maladroits et ne pas savoir comment gérer la personne qui vient parler de ça. Et vont faire des grosses conneries comme la minimisation. Voilà. Alors, il y a une troisième réaction possible, c'est carrément la négation. Alors, vous entendrez un exemple de phrase comme « Tu racontes des horreurs, tu n'as pas honte, ça n'existe pas, des gens comme ça en vrai, personne n'est jamais mauvais, on a tous nos parties d'ombre et nos parties de lumière, il y a forcément une raison s'il se comporte mal, as-tu essayé de le soutenir et de l'écouter? Il doit avoir des problèmes personnels, c'est tout, on peut tous être méchants quand on est énervé. » Voilà, donc j'ai fait ce n'est pas une phrase que j'ai entendue telle qu'elle de la bouche de quelqu'un, mais c'est une espèce de synthèse, on va dire, qui, je trouvais, résumait bien toutes les phrases que j'ai pu entendre ou lire qui étaient de la négation de l'expérience de la perversion narcissique. Vous, qu'est-ce que vous allez ressentir et penser en face de quelqu'un qui vous dit ça? On vous fait subir une deuxième vague de dissonance cognitive. J'ai expliqué le concept de la dissonance cognitive dans une vidéo précédente. Je vous referai un petit bilan dans la description. Vous allez en fait, du coup, douter de votre récit et de votre jugement sur la situation avec le PN. Vous allez repartir en arrière, en fait, après avoir entendu ça, et trouver des excuses ou des moments où le PN est finalement pas si mauvais, puisqu'apparemment ça n'existe pas, les gens mauvais, et qu'il y a une explication. Donc vous allez la chercher. Et vous allez donc remettre en question votre perception et votre jugement de la situation. Vous direz des choses comme « je ne sais plus où j'en suis »,« je perds la boule »,« je prends tout mal ». Voilà. Ce qui se passe dans votre psychisme à ce moment-là, c'est que votre réalité qui est niée, et donc cette réalité qui est niée, ça va produire un conflit en fait entre votre instinct que j'ai appelé donc d'ailleurs vos perceptions, mais en fait donc votre instinct qui va donc réagir à la situation sans analyse rationnelle et intellectuelle, votre première impression, on va dire, et votre raison, donc votre raison logique et objective. Cette contradiction est trop difficile à supporter pour le psychisme. C'est expliqué très très bien par Freud dans ses écrits sur les traumatismes. Quand une situation, une réalité est beaucoup trop dure à supporter pour le psychisme, il y a un mécanisme de défense qui intervient, qui est un des plus archaïques, c'est-à-dire un des plus primitifs, on va dire, qui est de refouler une des deux réalités, refouler la vérité, en fait, de la vérité première qui est apparue, et de garder les éléments qui sont plus acceptables parce que plus objectifs, selon la vie générale. Plus cohérent avec la vision commune du monde, la logique et la vraisemblance sont plus fiables que vos impressions et vos sensations selon l'opinion de tous et selon votre opinion à vous, par conséquent, une fois que vous avez essayé et entendu ça. C'est ainsi que les gens, les autres, je vous parle à vous également, et surtout même à la rigueur, si vous êtes proche de quelqu'un qui vous a parlé de ça, et que vous avez été intrigué et que vous êtes en train de faire cette recherche, et donc que vous tombez sur une vidéo comme ça, les autres, s'il vous plaît, les professionnels, s'il vous plaît, quand vous recevez un patient qui vous décrit une relation avec un pervers narcissique, même si la personne n'emploie pas le terme, la plupart du temps elle ne l'emploiera pas, car elle n'est pas encore au courant que c'est de ça dont il s'agit, mais si vous avez quelqu'un qui arrive avec des symptômes qui sont expliqués par elle par le comportement de son conjoint, qui va être de l'agression et tout ça, c'est là que si vous opérez l'indifférence, la minimisation ou la négation, vous commettez une très très grave erreur qui va vous laisser ignorer
le danger, vous allez ignorer le danger pendant très longtemps d'une personne en situation menaçante, très grave, qui avait besoin d'aide. Voilà, vous allez passer à côté de quelque chose qui pourrait être une catastrophe si quelqu'un n'intervient pas. Dans les 3 cas, il se passe quelque chose de grave à chaque fois dans les réactions des gens. La victime, elle est renvoyée à son isolement et à sa honte. Elle ne va plus oser parler. Et les blessures vont être noyées dans un déni, dans une dépression ou dans la consommation de substances comme l'alcool, la drogue, etc. Elle sera encore plus convaincue, cette victime, que la soumission à son pervers narcissique est la seule issue, la seule solution, la seule façon de réagir, et que s'en sortir n'est pas envisageable. Parce que on lui a fait douter de sa réalité, de sa vérité. Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable pour le psychisme. Voilà. Une victime, en réalité. Vous, victime, je pense que vous allez être contente d'entendre ça. Et vous, entourage de victimes ou professionnels, s'il vous plaît, écoutez bien. Une victime a un besoin dramatique. Donc oui, drama queen, mais c'est pas grave, parce que c'est un besoin dramatique. D'être écoutée, et surtout, prise au sérieux. Et surtout, ensuite, défendue. Elle a besoin qu'on légitimise, pardon, je me suis trompée, qu'on légitimise son vécu. Il faut à tout prix éviter de faire ce qu'on applique aux personnes qui nous demandent conseil, qui se confient en général d'habitude, qui parlent de leurs problèmes. La neutralité, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir prendre parti pour l'un ou pour l'autre quand la personne raconte son histoire. C'est pas mes affaires, je vais pas m'en mêler, je vais rester neutre et ne pas m'en mêler, c'est très grave comme réaction en face de quelqu'un qui vous raconte une histoire comme celle-là. Car en fait, au contraire, il faut vous révolter, il faut vous indigner avec la victime et ne pas essayer de lui remonter le moral, surtout pas comme on pourrait le faire avec quelqu'un normalement qui vous raconte un problème, par des techniques habituelles comme on va te changer les idées, on va aller faire un tour, on va aller boire un verre, vous voyez, ce genre de choses. Et il est capital de ne pas dévaluer la gravité de l'histoire de la victime. Et honnêtement, c'est un thème que les psychologues et les psychiatres vont souvent ne pas connaître assez bien, en fait. Et ils vont commettre l'erreur de minimiser et de relativiser et de justifier, ce qui est le plus grave, le comportement de la personne qu'on est en train de décrire. Donc le comportement du pervers narcissique ou de la pervers narcissique qui est le sujet du rendez-vous avec la victime, avec la personne qui vient vous voir. Et là, je vous assure que si un professionnel de santé mentale que la victime vient consulter, vous l'imaginez bien, dans une détresse terrible, avec l'espoir infini que quelqu'un de professionnel va l'aider, va la croire, va enfin lui apporter cette certitude, cette confiance en elle et en ses perceptions, et cet arrêt comme ça du doute, cet arrêt de la confusion, que ça va enfin être la fin de cette torture mentale de ne plus savoir ce qu'on vit, de ne plus savoir si on peut faire confiance à ses sens, à ce qu'on a l'impression qu'il se passe, qui vient pour trouver une issue. Généralement au bout d'un certain temps de relation et dans un état de dégradation psychologique très 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 grave. Si vous minimisez, c'est-à-dire oh vous exagérez, il n'est pas, vous le mettez sur un piédestal là, en disant ça, si vous relativisez, écoutez, prenez du recul, regardez, vous pourriez avoir un truc plus grave, il pourrait être, voilà, prenez la violence conjugale, ça c'est vraiment de la violence. Vous, ce que vous racontez, c'est des disputes, il faut prendre du recul. Quelqu'un qui dirait ça, ou quelqu'un qui reste de justifier, c'est-à-dire d'expliquer le comportement du bourreau par des raisons logiques et objectives et vraisemblables, acceptables pour la vie générale,
parce que ça, pour le professionnel, c'est plus vraisemblable, c'est plus sûrement possible que ce soit ça, que ce qu'il dit lui, plutôt qu'un cas un cas de pratiquement surnaturel en fait, hein, surnaturel de quelqu'un de démoniaque qui serait arrivé sur Terre et qui hante les rues. Voilà, ça, vous voyez, limite, hein, j'ai un peu réussi, je pense, à vous montrer avec le ton de voix que je viens d'employer, limite le sarcasme en fait, hein, qu'on peut même proposer à la victime comme réaction, euh, en voulant lui faire relativiser, en voulant la remettre à sa place pour lui faire comprendre que oh, bon, hein, on se calme, c'est n'importe quoi, on va pas non plus commencer à brûler les sorcières et voilà, à faire ce genre de pratiques, à faire des pratiques vaudou. Voilà, on est dans une époque, enfin, ça n'existe pas, ces genres de choses là, c'est des fantasmes, c'est des contes pour les enfants, tout ça. Et voilà, imaginez que là, ce qui va se passer, c'est que la victime, qui était déjà dans une détresse infinie, qui vient avec un espoir, et souvent c'est le seul et c'est le dernier, la personne va être désespérée, va être, euh, va être soudainement à nouveau complètement seule et se dire qu'il n'y a vraiment aucun espoir. Car si même un professionnel ne l'a pas cru, a dévalué son histoire, a minimisé, a nié, a relativisé, si même un professionnel fait ça, il n'y a aucune issue. Et ça peut être dramatique parce que du coup, la seule issue qui restera sera le suicide. Voilà, donc ça peut pousser effectivement la victime dans la dernière phase de la relation, c'est-à-dire la destruction totale, le moment d'anéantissement total qui peut aller jusqu'à la mort physique. Euh, le travail de destruction du PN à ce moment-là est très reconnaissable en réalité à l'œil avisé. Et il faut prendre très au sérieux le récit d'une personne qui décrit des comportements qui sont très spécifiques, qui pour la personne informée, voire experte, font sens et sont évidents et sont caractéristiques d'un problème. Excusez-moi, je dois brancher la batterie de l'ordinateur, sinon ça va couper. Excusez-moi pour voilà, pour ce problème technique, désolé. Alors, donc je disais voilà que en fait une personne voilà qui connaît bien le sujet, qui est informée, qui est éduquée, qui est cultivée sur le sujet et qui du coup a vraiment bien le fonctionnement en tête, va immédiatement reconnaître les signes d'une victime de perversion narcissique. Le syndrome de victime de pervers narcissique n'est pas une maladie, n'est pas un trouble reconnu dans le DSM, c'est-à-dire dans le manuel de psychiatrie, euh, voilà, qui est utilisé par la plupart des professionnels de santé, mais c'est une réalité pathologique. Peut-être qu'un jour, voilà, on arrivera à ce que ce syndrome de victime de la perversion narcissique soit catégorisé dans le DSM et donc reconnu comme une vraie maladie, entre guillemets, en tout cas un vrai problème pathologique de santé mentale. Euh, qui légitimerait peut-être un peu plus et ferait connaître davantage, voilà, serait étudié peut-être beaucoup plus par les psychiatres, enfin, surtout parce qu'effectivement les psychiatres, bon, les psychologues souvent connaissent quand même un peu plus, mais les psychiatres n'ont pas vraiment de formation pour des choses qui ne sont pas considérées comme des pathologies et donc ne relèvent pas de la psychiatrie. Je n'ai personnellement pas pu, avec mon psychiatre, moi, pu vraiment évoquer mon expérience de perversion narcissique. J'ai dû trouver une psychothérapeute qui n'est pas spécialisée sur le sujet également, mais enfin précisément, mais qui est spécialisée de psychopathologie, donc qui effectivement connaît bien les maladies et les troubles, enfin voilà, la possibilité de la personne narcissique de détruire les gens et donc qui a pu m'aider à travailler là-dessus. Mais effectivement, il n'y a qu'une seule thérapeute à Paris qui est spécialisée sur le sujet, vous voyez, par exemple. Donc c'est un peu compliqué. Mais que va-t-elle faire cette personne spécialiste? Cette personne qui connaît bien l'histoire, qui va tout de suite reconnaître les signes. Cette personne éclairée, elle va alors avoir une prise sur la personne qui raconte et va lui donner des conseils qui seront adaptés. Voilà. La victime qui trouve dans son interlocuteur à ce moment-là une oreille bienveillante
et un soulagement énorme. En se disant tout d'un coup, je ne suis pas folle, on m'en croit, c'est donc vrai, donc je n'ai pas tout inventé, donc ce n'est pas moi le problème, mais c'est bien lui, et apparemment, je ne suis pas la seule, et apparemment, ça c'est une maladie mentale, c'est une pathologie mentale, et donc c'est lui le fou, et c'est pas moi. Voilà en gros ce qu'on va se dire. La victime va reprendre confiance en elle en une seconde. C'est instantané, tout d'un coup, pam, la confusion va s'effacer et la victime va reprendre confiance dans son impression, va se dire je savais bien qu'il y avait un truc, voilà, et va à ce moment-là, généralement, réussir à contre-attaquer, c'est-à-dire soit pendant quelque temps ne plus réagir de la mauvaise manière et commencer à réagir de la bonne manière et préparer sa sortie de la situation, préparer son évasion, préparer sa fuite. Voilà. En tout cas, la victime va essayer de se sauver à tout prix à ce moment-là. Ça va créer un déclic en fait. Si la personne se sent validée dans son impression, dans son vécu, et donc on va lui redonner cette confiance en elle, la personne va avoir ce déclic qui va faire qu'elle se sauve du danger. Alors, c'est donc l'importance, c'est donc pour ça qu'il explique l'importance de la personne à qui on va choisir de se confier si on est victime. La réaction de l'autre, celui qui est en face, peut faire basculer la situation dans deux directions très différentes, opposées. Soit vers la lumière, entre guillemets, c'est-à-dire vers la fin de cette situation et vers la guérison, et vers le début de la nouvelle vie, vers le début de l'après, le traumatisme, et vers une vie en tout cas qui ne sera pas menacée. Donc je pourrais même dire lui sauver la vie d'une certaine manière, même si la vie de la victime n'est pas toujours menacée physiquement, mais en tout cas elle l'est toujours psychiquement. Ou bien dans l'autre sens totalement, c'est-à-dire vers la détresse la plus intense et souvent qui va mener les personnes qui peut mener quelqu'un à vraiment à ses jours parce que ça lui apparaît comme la seule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à ne pas liker, à me dire si la vidéo n'était pas trop longue parce qu'effectivement elle était encore un peu longue celle-ci. C'est important pour moi de savoir par rapport au format ce qui est le plus agréable pour vous et le plus utile. Et à commenter, voilà, pour me faire part de vos avis, de vos expériences. Je serai heureuse d'entendre vos histoires et de vous répondre. À me faire des suggestions pour les prochains sujets. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Et surtout, n'oubliez pas que la communauté YouTube est là et que vous en faites partie et que vous avez votre place. Et n'ayez pas peur d'échanger avec les gens de ce groupe de soutien qu'est la communauté YouTube sur la perversion narcissique. Je vous encourage vivement à le faire. C'est une très bonne solution pour s'en sortir. Voilà, c'est une bonne idée. Je vous dis au revoir, à la prochaine fois.